vous parler un peu du plugin Atom pour PHP Storm. Donc en fait, ce plugin il est assez récent, il date d'il y a quelques mois. Et en fait, le plugin Atom pour PHP Storm, c'était quelque chose d'assez manquant. Par exemple, au dernier forum PHP, c'est une remarque qui est venue lors d'un rencontre de Fred, où un frein à l'utilisation d'Atom, c'était justement de ne pas avoir d'intégration dans l'IDE, et en l'occurrence PHP Storm. Jusqu'à présent, il y avait des intégrations d'Atom dans Atom, qu'avait écrit Julien, dans Sublime Text, dans NetBeans, c'est directement natif, dans Vim, si on considère ça comme un module. Et c'est tout, il n'y avait pas d'intégration dans PHP Storm, qui est pourtant assez populaire. Et justement, il y avait une issue sur le bug tracker d'Atom, c'était Alexis qui l'avait ouverte. Et derrière, il commençait à y avoir pas mal de commentaires et pas mal de voteurs. Il n'y a pas eu vraiment de suite à l'issue. Par contre, ça reste assez logique. Au final, même si on voit qu'il y a une centaine ici de voteurs, ça reste assez peu. Et JetBrains ne savait pas forcément mettre une intégration native pour un framework qui, comment dire, il reste assez peu utilisé. Et pour eux, ça va être exotique par rapport à PHP Unit qui reste la norme. Du coup, on s'est dit que JetBrains n'allait pas forcément le faire, qu'il y avait un système de plugin pour PHP Storm. Et donc, si JetBrains ne le fait pas, à ce moment-là, on allait le faire nous-mêmes. Du coup, au niveau du plugin, qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité? On va parcourir un petit peu ces fonctionnalités. Il a quelques fonctions de base. Par exemple, une des premières fonctionnalités qui est arrivée, là on se trouve ici sur un fichier testé. Dès le tout début, on pouvait faire un clic droit dans la zone de texte, cliquer sur le GoTo, et ensuite aller ici sur la classe de test en cliquant sur le lien ici, switch to, et le nom de la classe de test. Donc ça, c'était une première implémentation d'une fonctionnalité qui permet d'aller d'une classe à l'autre. Par la suite, on a un petit peu amélioré ça. Donc là on voit ici qu'on a ici une classe testée, et on peut voir que ici, on a une petite icône justement avec le taureau, le logo de Atom, et du coup ce logo il permet de passer jusqu'à la classe de test. Et on a la même chose dans la classe testée, on a le logo qui permet d'aller jusqu'à la classe de test. Donc ce switch reste très pratique quand on développe nos tests, quand on les écrit, ça permet de gagner du temps pour passer d'une classe à l'autre. Au niveau des fonctionnalités, quelque chose qui est aussi pratique, on peut directement lancer les tests dans l'IDE. Donc au début, les premières versions, on lançait les tests justement avec le rapport TAP, et on affichait directement la sortie. Et au fur et à mesure, on a ajouté des fonctionnalités. Maintenant, on affiche ici, vous pouvez voir là, un petit arbre qui affiche les classes testées, et pour la classe testée, l'ensemble des méthodes. Et donc, au niveau de cet arbre, si jamais dans la suite des tests qui vient d'être lancée, on a au moins une méthode qui a failli, on affiche juste les méthodes qui ont failli. Et si toutes les classes, si toutes les méthodes ont réussi, à ce moment-là, on affiche la liste de toutes les méthodes. Donc, par défaut, dès qu'il y a un fail, on affiche que les fails pour pouvoir les voir très rapidement. Si jamais vous voulez voir quand même les méthodes qui ont réussi, vous avez un petit bouton vert ici en bas à gauche qui permet aussi de les afficher. Et donc ensuite, si vous cliquez sur chaque méthode, vous avez les détails de pourquoi elle a failli. À savoir aussi qu'au niveau de ce lancement des tests, vous pouvez lancer au niveau de chaque test, au niveau de la classe testée, et que vous avez un raccourci clavier qui est configurable pour lancer ces tests. Et donc les tests ils peuvent se lancer au niveau de la classe de test, de la classe testée. On peut lancer tous les tests d'un dossier, et on peut maintenant aussi lancer tous les tests du projet. Donc pour les tests d'un dossier, on va lancer Atom avec l'option tirage,
Et pour tous les tests du projet, on va faire un point slash vendor, bin atom, ou bin atom, si on a modifié le bin dir du composer. Et ensuite, et ensuite, on va lire le rapport TAP qui va être sorti, on va parser, on va afficher l'arborescence. Au niveau des icônes, justement, on a rajouté une petite icône sur l'icône des fichiers PHP pour préciser que le fichier est un fichier test unitaire. Et donc ça reste très, très pratique, comme on peut l'avoir, on a cette icône d'Atom sur les classes de test, et généralement les classes de test et les classes CST ont le nom. Donc ça permet de bien les différencier quand on a deux onglets ouverts, par exemple. Donc ça permet de voir très rapidement quelle est la classe de test. On a aussi des fonctionnalités plus avancées qui sont arrivées très, très récemment. Maintenant, on peut lancer le test dans un conteneur Docker. Parfois, on peut utiliser, parfois on utilise plusieurs versions de PHP sur les projets où on ne veut pas utiliser la version qui est installée par défaut sur notre machine. Pour ça maintenant, on utilise assez facilement Docker pour cet usage. Et donc, pour pouvoir lancer les tests Atom dans un conteneur Docker, on est passé par une fonctionnalité de PHP Storm qui s'appelle les interpréteurs. En fait, par projet, on peut définir un ou plusieurs interpréteurs et un interpréteur par défaut. Et l'interpréteur, ça va être quoi? Ça va être un chemin vers l'exécutable PHP et une configuration. Et donc là, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est créer un fichier, un script qui va être exécutable, et derrière ce script, il va faire un docker run PHP, ou docker exec PHP, ou même un docker compose exec, un docker compose run et le nom de notre service. Il peut faire ce qu'on veut, il peut même appeler un exécutable PHP qui n'est pas dans le conteneur Docker. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit un chemin, c'est qu'il lance l'exécutable PHP. Et ensuite, derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est que si on trouve qu'il y a un interpréteur qui a été configuré dans notre projet, dans PHP Storm, on va utiliser cet interpréteur pour lancer les tests, au lieu d'utiliser la version de PHP qui est installée par défaut sur le système. Une autre configuration. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que ça pour l'instant, c'est pas encore réalisé, c'est sur une PLPR qui doit être mergé sous peu. Un autre besoin qui s'est fait ressentir avec le lancement des tests dans PHP Storm, ça a été d'avoir une configuration spécifique pour le lancement dans PHP Storm. Il y a certaines boîtes qui avaient besoin de lancer les tests avec un engine spécifique dans le cadre du lancement dans l'IDE. Et donc pour ça, ce qu'on leur a fourni, c'est qu'on est passé par une convention. En fait, maintenant, si on détecte qu'il y a un fichier .atom, là il manque un point, et donc si on a un fichier, à la racine du dossier où on lance le test, on a un fichier qui s'appelle .atom.phpstorm.php, on va utiliser ce fichier au lieu du fichier par défaut pour .atom. En gros, on va lancer Atom avec l'option -c pour indiquer le fichier de config. On a maintenant aussi, depuis quelques temps, une variable d'environnement qui est disponible. En fait, maintenant, du coup, il y a le projet télémétrie pour remonter des stats sur le lancement des tests Atom. Sur une infra ça nous permet de monitorer un petit peu le lancement des tests. C'est Julien qui a mené ce projet. Et donc, dans ce test, quand on les lance sur un environnement d'intégration continue, par exemple sur Travis ou sur Jenkins, il utilise des variables d'environnement pour savoir où il se trouve et nous remonter l'info. Et donc, dans ce projet de télémétrie, bientôt on pourra aussi savoir depuis quelle IDE le projet est lancé. Et pour ça, on a besoin d'une variable d'environnement. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on lance les tests, on définit une variable d'environnement PHP Storm qui vaut 1. Et donc, ça nous sera utile pour la télémétrie. Mais un effet de bord qui est assez utile, c'est pour cette configuration spécifique,
dans notre fichier .tool.php tout court, pas .phpStorm, on peut faire un getInf pour récupérer la variable d'environnement de PHPStorm, on regarde si elle est à 1, et là on met notre configuration spécifique. Et là on voit encore un avantage du fait d'utiliser une configuration avec un fichier PHP. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un fichier YAML. Donc là maintenant on va voir un petit peu comment ça se passe pour créer le plugin. En fait, pour l'instant je suis seul contributeur sur le plugin et créer un plugin pour PHPStorm je ne connaissais pas et le Java c'est pas mon langage de prédilection, j'ai pas l'habitude d'en faire. Donc là on va voir un peu comment on fait, comment ça se passe pour créer le plugin justement quand on ne connaît pas trop l'environnement. Donc déjà pour la mise en place du projet, comment ça se passe. Donc, souvent en PHP on est assez habitué à la ligne de commande, on fait un composer create project ou composer init, ce qu'on veut et puis on commence notre projet. Et ici c'est pas trop le cas. C'est vraiment un peu c'est très Java, je veux dire, c'est un peu du clicodrome où en fait on va ce qu'on va devoir faire, c'est qu'en fait, PHPStorm, qu'est-ce que c'est derrière? C'est un IntelliJ Community auquel on a mis un plugin. Un IntelliJ Community, c'est PHPStorm, mais pour du Java, et la version open source. Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est on doit développer sous IntelliJ Community. On lance notre projet en lui disant ici que c'est un projet IntelliJ Platform Plugin. On fait suivant, et derrière, ensuite, on va lui indiquer un chemin vers un jar qui se trouve dans PHPStorm, qui s'appelle OpenAPI, PHP OpenAPI, et qui va contenir en fait toutes les classes spécifiques à PHPStorm, et ça va nous permettre de mettre en place notre projet pour PHPStorm. Du coup, pour la mise en place du projet, il faut passer par cet assistant. Ensuite, pour le développement du plugin, comment ça se passe? Donc, je vous l'ai dit, c'est du Java. On va écrire des classes Java pour définir nos différentes actions. Et ensuite, comment on va faire pour étendre justement PHPStorm? On va passer ici par un fichier XML qui va permettre de définir des différents points d'extension. Et ensuite, on va indiquer qu'on va appeler nos classes qu'on a définies plus haut. Notre fichier XML, comment il se présente? Donc là on voit deux exemples. Ici, le Code Insight Line Marker Provider, c'est justement le petit logo Atom à gauche de la classe. Et en fait, on peut voir que c'est spécifique au fichier PHP. Et ensuite, dans implémentation classe, on indique le chemin vers la classe Java qui sera appelée. Donc ici, pour pouvoir ajouter l'icône en face de la classe, on va appeler la classe Line Marker Provider. Et même chose ici pour l'icône, ça va être pour l'icône en face, pour l'icône au niveau des onglets et dans l'attribut, on va utiliser cette classe. Donc ça, dans notre projet, on doit mettre un fichier XML qui se trouve dans le dossier meta-inf et qui va être nommé avec une convention particulière et qui sera chargé, qui sera ensuite lu par PHPStorm. Une fois que le plugin est installé, il va regarder toutes les extensions, il va les charger. Ensuite, notre classe Java, par exemple ici, c'est les line markers, donc c'est toujours pour afficher l'icône à gauche de la classe. Donc là, ça a été simplifié. Et là, on voit qu'on a une implémentation. Ici, PSI Elements, ça va être une liste qui va contenir tous les éléments qu'il y a sur la ligne. En fait, PHPStorm nous passe notre fichier. Il va nous préparer les éléments pour que ce soit plus simple à lire. Et donc là, PSI Elements, ça va être une classe qui représente soit une classe PHP, une assignation, une variable, peu importe. Et derrière, on va boucler sur tous ces éléments. Et si on trouve une classe, on va appeler notre code. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est toutes les classes. Et ensuite, on va classe line marker. Ce qu'on va faire, c'est
c'est presque c'est ça. Donc là, on va appeler la méthode classe line marker, la méthode classe line marker en lui passant notre tableau de résultats qu'on a eu qu'on a reçu en paramètre. Dans le cas où la ligne contient une classe, et ensuite on peut voir le contenu de cette classe. Et là, on a notre code spécifique à nous qui va vérifier si c'est une classe de test. À ce moment-là, on va rajouter dans l'objet result qui nous est passé un navigation ici getter icon builder qui va nous permettre de rajouter l'icône en lui définissant quelle est l'icône. Ici, on a posé la constante icons.tool qui contient le logo. On va définir le label et la target. La target, ça va être la classe, soit la classe testée ou la classe de test suivant la classe qu'on se trouve. Un autre exemple ici, ça va être ici pour lancer le test. On va avoir ici une action qui appelle notre classe. Et ce qu'on peut définir ici, c'est des raccourcis clavier ici. Par défaut, pour lancer les tests, ça va être Alt-Shift-V. Et notre action va ensuite se retrouver dans les raccourcis clavier de PHP-Storm et l'utilisateur pourra les modifier si il le souhaite. Est-ce qu'on sait, par exemple, je vois la keymap default, est-ce que du coup il y a un truc pour NetBeans, parce qu'il y a des préconfigurations Oui, mais du coup ça sert. On peut mettre des valeurs par défaut suivant la keymap. Donc on peut mettre une valeur différente suivant si c'est une keymap NetBeans ou par exemple. Si elle met ça entre conflit avec un truc qui existe, il te prévient ou il te laisse faire et... Ça, dans l'interface de modification des raccourcis clavier, PHP-Storm prévient. Si ce qu'on a mis comme valeur par défaut rentre en conflit, ça je sais. Je ne sais pas ce qui passera. Je pense que les raccourcis les actions seront désactivées. Il faudra aller dans l'administration des raccourcis clavier pour faire ça, mais il faudra le vérifier. Et donc on a vu que du coup il y avait plusieurs points d'extension possibles, mais comment on fait pour les découvrir? Au premier, on pourrait se dire qu'on va consulter la doc. Le souci c'est qu'elle n'est pas très bonne, il n'y a pas vraiment de liste de tous les points d'extension disponibles. Une autre possibilité aussi, c'est de décompiler. En fait, ce qui se passe, Intelligent Community va décompiler ici à la volée le jar OpenAPI et on peut le parcourir. Le seul souci, c'est qu'on n'aura pas forcément le contenu des méthodes. Ça peut marcher tout le temps. Avec la décompilation, les noms des attributs ne vont pas être clairs. On va avoir juste parfois des variables qui ont une lettre en nom. Ça va pas être pratique et du coup, c'est pas forcément une solution viable. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser, c'est de regarder ce qui est fait sur les plugins actuels. Il y a un plugin qui est assez bien fait, qui a plein de fonctionnalités et qui est utile pour découvrir les fonctionnalités possibles, c'est le plugin Symfony 2. Et donc là, par exemple, vous voyez, ce que je vous ai montré, c'était des fichiers XML, on n'avait que quelques lignes, et il y a vraiment beaucoup de lignes dans les fichiers XML d'extension de Symfony 2. Une autre possibilité, c'est de regarder les sources d'IntelliJ Community. En fait, par exemple, pour pouvoir ajouter les fonctionnalités de GoTo ou les différentes actions pour lancer les tests unitaires, j'ai regardé comment fonctionnait le OpenML de PHP-Storm. En fait, par défaut, directement dans IntelliJ Community, si vous faites un clic droit sur le fichier, vous avez un lien OpenML et qui va ouvrir le lien vers le navigateur si c'est un projet qui a été cloné depuis GitHub. Et donc c'était quelque chose que je voulais répliquer sur lequel je voulais me brancher. Et donc pour ça, ce qui est le plus simple, c'est d'aller directement sur le dépôt d'IntelliJ Community sur le package point sur GitHub.
on recherche OpenMDTel, ici le libellé du lien dans le menu qui s'affiche au tout droit. Là, ici, ça va nous afficher, alors, dans l'action ici, GitHub Opening Browser Action, donc ça va être la classe Java, on retrouve notre label, et derrière, là, on prend on va rechercher ensuite notre classe, où est-ce qu'elle est utilisée. Donc là, aussi, on a notre classe GitHub Opening Browser Action, on cherche où est-ce qu'elle est utilisée, et on va trouver qu'elle est utilisée dans le fichier XML, donc je vais vous parler de cela, ici le meta-inf plugin.xml, et ça nous permet ici de connaître ici quel est le nom de l'extension, quelle est l'action qui sera appelée. Donc du coup, on peut s'y retrouver comme ça, donc il faut retrouver soit dans un plugin, soit dans IntelliJ Community une fonctionnalité qu'on voudrait écrire de façon similaire et voir comment l'implémenter. Donc là, on peut voir ici que pour l'action Open Browser Action, on a dû ici écrire une valise action avec nos add to group dans le fichier XML. Ensuite, au niveau du test, pour tester. Merci. Merci à toi. Ensuite, du coup, quand on développe, on veut pouvoir tester notre plugin. Comment ça se passe? On va cliquer, toujours dans notre vidéo, on va cliquer dans IntelliJ Community, on va cliquer sur Run Plugin, et là, IntelliJ Community va nous lancer PHP Storm. Donc ça prend un peu de temps, ça prend les 30 ou 45 secondes habituelles pour lancer PHP Storm. Et il va lancer vraiment une nouvelle instance. Si vous l'avez déjà lancé de votre côté, c'est une nouvelle instance qui va se lancer et qui va contenir le plugin courant qui vient d'être compilé. Et donc c'est comme ça que ça permet de faire là ça va pas des tests automatisés, ça permet de tester ce qu'on vient de faire. Mais à chaque fois, ça prend toujours un petit peu de temps de compilation et de lancement de PHP Storm. Donc ensuite, comment ça se passe quand on a écrit notre plugin, on veut pouvoir le publier. Donc on doit d'abord le packager. Là toujours, c'est un petit peu le clicodrome. Il faut cliquer sur Build et ensuite sur Prépare plugin for deployment. Et là, en fait, IntelliJ Community va nous placer un fichier jar à l'insigne de notre projet qu'on va ensuite envoyer sur le site de JetBrains. Et donc là, en fait, le plugin, vous pouvez maintenant l'installer directement depuis PHP Storm depuis la liste des plugins. Et pour ça, en fait, il faut aller sur le site des plugins de JetBrains. Il faut s'inscrire une première fois, renseigner dans un formulaire quelques informations sur le plugin et uploader dans une interface comme celle-ci le fichier jar. Et donc la première fois, il y a une validation de JetBrains. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, ils vérifient un petit peu je ne sais pas s'ils vérifient le code source ou je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Après cette étape de validation, chaque upload d'une nouvelle version du plugin est autorisé directement. Il n'y a pas d'attente entre le moment où on upload le jar et où le plugin est disponible. Et donc, une fois qu'on est passé par ce formulaire, tous les utilisateurs du plugin pourront mettre à jour, ils auront une notification dans PHP Storm qui leur dit une nouvelle version du plugin qui est disponible. Et ils pourront mettre à jour directement depuis PHP Storm. Petite question, quand tu uploades ton plugin, il doit être signé ou tu peux juste uploader le jar comme ça? Non, il n'est même pas signé en fait, mais on doit juste se connecter avec nos identifiants qui ont permis de créer le plugin sur le site, c'est repository.plugins.jetbrains.com de mémoire, quelque chose comme ça. Et on a juste besoin de nos identifiants, il n'y a pas du tout de signature. Okay. En fait, sur la page de modification du plugin, on peut définir plusieurs mainteneurs. Et chaque mainteneur pourra uploader le jar. Il n'y a pas de droit. Ensuite, dès qu'on a un mainteneur, on peut uploader.
tests, comme du coup là on écrit un plugin pour pouvoir lancer des tests unitaires, ça serait bien de pouvoir tester unitairement. Donc là en fait, actuellement il n'y a pas vraiment de test, il n'y a aucun test sur le plugin. C'est un gros manque. Au niveau des tests, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? On pourrait faire des tests unitaires avec G8 justement. Donc là, ça serait très pratique pour le parser tab, comme justement le parser tab où on lisait la sortie et ensuite on crée l'arbre qui est affiché au niveau de la sortie de résultat des tests. C'est quelque chose qui aurait pu se faire très bien en TDD. Après, le souci, c'était justement ma méconnaissance de l'écosystème où aujourd'hui on a pas mal de temps pour mettre en place Gemini. Mais c'est dans la carton, ce serait bien de pouvoir rajouter des tests unitaires. Ce qu'on peut faire aussi en test, c'est des tests fonctionnels aussi. JetBrains propose une interface pour écrire des tests fonctionnels. Derrière, on va écrire aussi les tests, les conditions dans des classes qui répondent à du G-Unit, qui étendent la classe de test par défaut du G-Unit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les tests fonctionnels? Il faut écrire ici un fichier de données qui indique l'état de l'éditeur au moment où on va faire les tests. Et donc ça justement, on retrouve ici nos PSI elements qui vont décrire quel est le fichier qu'on est en train d'éditer. Donc là, on peut voir ici qu'on a des points d'exclamation, des retours chariots, des signes égales. On a tous les caractères de notre fichier. Donc il faut décrire comme ça l'environnement du projet au moment où on commence à faire nos tests. Et du coup, j'ai pas encore joué beaucoup avec ça. Mais ça a l'air difficilement maintenable. Par contre, là, pour pouvoir vous en parler, il faudra que je teste un peu plus, à voir si on met ça en place. Comme ça n'a pas l'air très pratique à maintenir. À cause de justement cet état de base de l'IDE qu'il faut définir. Au niveau des limites de l'écriture d'un plugin, sur PHP Storm, on a vu qu'on pouvait écrire des mocks. Ce qui se passe, c'est que pour créer notre mock, on va faire anti/mock, tout namespace de notre classe à moquer. Et le souci, c'est que PHP Storm, ce qu'il va faire, il va souligner cette instantiation et dire que la classe n'existe pas. Ça peut être très agréable à l'œil de voir un fichier de test qui est complètement souligné en rouge. Donc, une des évolutions qu'on a cherché à avoir, c'est de pouvoir soit désactiver cette fonctionnalité juste pour le test à tout, soit de faire en sorte qu'aucun contrôle-clic sur notre classe à moquer, on arrive sur la classe qui est moquée. Donc, après avoir passé plusieurs heures à chercher sans avoir trouvé, vous savez, j'étais tombé sur une issue sur le Jira de JetBrains qui indique qu'en fait il faudrait rajouter un point d'extension pour pouvoir faire ça, pour pouvoir justement quand PHP Storm recherche la référence vers une classe, on puisse se brancher là-dessus et quand on recherche la référence à un mock, on le fasse pointer vers la classe RAL. Et ça, du coup, j'ai envoyé un mail au support de JetBrains, ils m'ont confirmé que oui, pour l'instant, ce n'était pas possible et qu'il fallait attendre cette issue. Donc, si jamais vous voulez éviter d'avoir vos mocks qui sont soulignés dans PHP Storm, il faut aller noter pour cette issue. Vous pouvez retrouver le lien directement sur la liste des issues du dépôt du plugin PHP Storm sur GitHub. Au niveau des prochaines évolutions sur le plugin, une des premières choses à faire sera d'améliorer la documentation. Comme pour l'instant, il n'y a pas personne qui a encore contribué. Et donc, ce qui serait pas mal, c'est
c'est dans la documentation indiquer comment mettre en place le projet pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent contribuer facilement. Et au niveau des prochaines fonctionnalités, à l'usage, maintenant on peut facilement switcher d'une classe à l'autre, on peut lancer les tests unitaires dans IDE. Et maintenant le prochain niveau sera si on a juste une classe de test ou si on a une classe testée sans avoir l'autre, pouvoir générer soit la classe de test ou la classe testée dans IDE. Donc pour ça, il y a un embryon de quelque chose qui existe directement dans un tool, mais qui permet pas encore de faire ça. Donc ce sera peut-être une des prochaines évolutions d'Atom, c'est ce qu'on fera, c'est améliorer cette génération pour pouvoir ensuite l'utiliser dans le plugin. Et du coup, ça devrait encore moins améliorer notre productivité si jamais on a cette génération de tests. Et du coup, pour finir, je dirais qu'au final, c'est pas si compliqué d'écrire des plugins. Donc si jamais vous avez si jamais vous écrivez une ligne qui a ce besoin spécifique d'avoir un plugin PHP Storm, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Et que si vous voulez contribuer au plugin Atom pour PHP Storm, n'hésitez pas, vous serez bienvenus pour vous aider à mettre en place. Et en fait, on a encore pas mal d'issues, des choses à améliorer sur le plugin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. T'es pas mort d'avoir écrit du Java. Non, je suis pas mort, c'est même. Parfois c'est même agréable d'avoir directement les erreurs à la compilation, même si c'est un peu long.